Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé conjointement par l'Institut de la gestion en continuité du Canada, DRI Canada, ainsi que la Revue canadienne de la gestion des urgences. Nous sommes ravis vraiment de pouvoir vous avoir parmi nous aujourd'hui alors que nous explorons les implications critiques de la réponse aux urgences et aux catastrophes. Moi, je m'appelle Alex Landry, je suis membre du Cadre supérieur de mise en œuvre stratégique avec la Revue canadienne de la gestion d'urgence et je suis aussi membre du conseil administratif avec DRI Canada. Donc, au cours des derniers mois, le Journal canadien de la gestion des urgences a travaillé assidûment sur un projet avec le ministre de la Défense nationale dans le cadre du programme Mobilisation des idées nouvelles en matière de défense et sécurité, également connu sous le nom du programme MINDS. Donc, il s'agit de notre troisième webinaire d'une série d'événements et nous avons aujourd'hui le privilège de partager la plateforme avec DRI Canada. Notre focus aujourd'hui portera vraiment sur les intersections de la résilience, vues à travers le prisme de la gestion des urgences et la récupération des affaires après sinistre. Nous avons réuni un panel distingué d'experts qui partageront leurs précieuses perspectives, expériences et stratégies. Et vraiment, leurs contributions amélioreront notre compréhension et notre préparation collective face aux urgences et aux catastrophes. Donc, je suis heureux aujourd'hui d'être accompagné par Jean-François Couture-Poulain, Christian Legault, Guy Lapointe et Éric Martel. Nous croyons vraiment qu'à travers la collaboration et l'échange de connaissances, nous pouvons renforcer notre communauté et construire un avenir plus résilient. Donc, merci de participer à la conversation. Et si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les mettre dans la fonction de chat qui se trouve à droite de votre écran. Mais vraiment, pour commencer, je vais juste demander aux panélistes de se présenter et aussi d'expliquer un peu votre organisation, comment elle contribue à la résilience communautaire et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Et donc, je vais commencer avec Christian. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour, Christian Legault, je suis directeur du service de sécurité incendie de la ville de Sainte-Thérèse. Puis, dans le fond, c'est une municipalité de 27 000 habitants dans la région de Montréal, dans la rive nord. Puis, ce matin, j'ai été approché un peu pour expliquer un peu. Moi, je suis dans le domaine de l'incendie. J'ai fait une carrière de 28 ans de service d'incendie de la ville de Montréal, puis dans la gestion d'urgences diverses. Maintenant, je suis plus en mode gestion, mais je prépare également la ville de Sainte-Thérèse en collaboration avec mon directeur général pour la résilience, advenant qu'il y aurait des incidents quelconques. Bon, c'est parfait. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Christian. Jean-François? Oui, bonjour. Donc, de la ville de Lévis, conseiller en sécurité civile, là, donc 100% de mes tâches vraiment à travailler en sécurité civile. Et la ville de Lévis, 7e ville en importance, a mis en place il y a quelques mois de cela le bureau de la sécurité civile pour vraiment venir travailler de façon vraiment plus pointue en sécurité civile, puis justement venir notamment contribuer à la résilience de la communauté. C'est une des manières vraiment d'y parvenir. Merci. C'est parfait. Merci d'être ici aujourd'hui, Jean-François. Guy, on vous accueille. Merci d'être ici. Merci pour l'invitation. Mon nom est Guy Lapointe. J'étais de 33 ans membre de la Gendarmerie royale du Canada. Puis, ça fait aussi 33 ans que je suis impliqué bénévolement en recherche et sauvetage principalement et en sécurité civile. Je suis présentement, depuis 11 ans, le président de l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage. Et depuis 3 ans, je suis le vice-président également de l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, donc connu sous le nom de SARVAC. C'est parfait, merci Guy. Et Éric, certainement le dernier, mais pas le moindre. Merci Alexandre. Donc, Éric Martel, gestionnaire en résilience, risques et catastrophes pour la ville de Pincourt, la municipalité de Pointe-Fortune et de Tresse-et-Rédempteur. Donc, en fait, depuis octobre 2023, ces 3 municipalités-là ont joint leurs forces pour créer une démarche multimunicipale de sécurité civile et concerter leurs forces et leurs capacités aux fins de pouvoir être davantage mieux outillés pour faire face aux sinistres. Donc, je me limiterai là-dessus, puis je continuerai davantage lors des questions. Non, c'est parfait. Donc, vraiment, pour
pour rentrer dedans directement, je veux pas jouer un peu avec les questions, mais vraiment, je suis curieux de savoir votre point de vue puis votre opinion vraiment en ce qui concerne l'approche pan-gouvernementale en matière des gestions des urgences. Le Québec procède-t-il de la bonne manière? Comment ça a l'air du Québec versus au Canada, au fédéral, au provincial? Et vraiment, la question qu'on se pose toutes, pourquoi il n'y a pas plus d'événements qui se passent vraiment francophones comme aujourd'hui? Ça me semble que c'est un des premiers que j'en participe. Vraiment, je suis intéressé à votre point de vue là-dessus. Donc, Christian, on va commencer avec vous. Écoutez, moi, de mon côté, je suis plus du milieu de l'incendie. Quand on est au milieu de l'incendie, nous, on est plus appelés à intervenir. On est plus sur le terrain. On est souvent les yeux des organisations. Quand il y a quelque chose qui se passe, qui appelle, c'est les pompiers. On est toujours appelés en premier. Fait que, de mon côté, nous, c'est plus côté opération, le domaine d'incendie. Maintenant, quand on s'en vient du côté de sécurité civile, on a moins d'expertise là-dedans. Puis effectivement, je trouve que de mon côté, c'est plus difficile un petit peu c'est moi. Il faut chercher. Quand on veut l'information, il faut chercher. Tu as le ministère de la Sécurité publique, on a un réseau, un bureau régional. Ils sont disponibles. Encore là, il faut les appeler. C'est plus difficile d'aller chercher de l'information du point de vue sécurité civile. Je ne sais pas si c'est un peu dans ce sens-là que vous vouliez. Non, c'est bon, puis c'est quelque chose qu'on a parlé un peu en ce qui concerne les thèmes ce matin, des phases de préparation versus les phases d'opération, puis c'est vraiment une différence avec la préparation versus les opérations, la réponse telle quelle. Jean-François, des points là-dessus en tant que votre background, votre expérience? Ben, en fait, je pense que ta question, c'était aussi notamment reliée au contexte pan-canadien. Là. Puis, ben, par rapport à ça, vraiment strictement parler, ben, je pense qu'au Canada, on a des structures qui sont un peu différenciées, là, mais qui sont complémentaires. Mais le Québec a une structure assez développée en matière de sécurité civile avec le ministère de la Sécurité publique, les villes qui jouent des rôles prépondérants dans la matière. Je crois que on est bon pour alimenter une structure verticale. Par contre, peut-être ce qui nous manque, puis on y reviendra peut-être un peu plus tard, c'est peut-être regarder au niveau horizontal qu'est-ce qu'on peut aller chercher à ce niveau-là. Mais je pense qu'on est dans un contexte très particulier. Peut-être aussi que le contexte canadien de la langue a un certain impact dans cette compréhension-là commune des enjeux en matière de sécurité civile ou des structures. Mais c'est ça, il y a vraiment des structures différentes, différenciées, puis aussi, je pense qu'il y avait une question relativement là, aux différents mécanismes, aux rencontres qui ont lieu. Ben, je pense qu'au niveau de la DRI, c'est la première rencontre. Par contre, en sécurité civile, il y a différentes rencontres qui se font à différents niveaux, au niveau du ministère de la Sécurité publique et à d'autres niveaux. Par contre, est-ce qu'on monte au niveau pan-canadien ou dans les échanges avec les autres provinces? C'est sans doute des éléments à aller chercher là. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez majeur à ce niveau-là. Fait que je vais laisser la place à mes collègues. Merci. Guy, des commentaires là-dessus? Oui, en fait, moi, je porte quand même deux chapeaux là, à l'échelle nationale, étant donné ma position à l'Association canadienne et à l'Association provinciale aussi. Donc, je remarque effectivement qu'avec l'augmentation des sinistres, je pense qu'il y a un éveil qui est extrêmement important, qui se fait au niveau national et qui se fait aussi au niveau provincial, qui force aussi là, les municipalités à s'organiser en sécurité civile. Je travaille, moi, activement sur le programme de main-d'œuvre humanitaire, donc à l'échelle nationale. Donc, on avait même des membres cette semaine qui étaient déployés là, à Valley-Goose Bay, au Labrador. Et puis, donc, cet effort-là, mais moi, j'apprécie particulièrement l'effort qui est fait au niveau du provincial dans la volonté de développer une réserve civile. Vous allez m'entendre parler beaucoup de bénévolat. Moi, je crois énormément en la force des bénévoles. Et puis, pour ça que de plus en plus, nous autres, là, suite à des événements comme Éric a vécu là, en 2017 là, à Rigaud,
où est-ce que pour nous, c'était une première approche là, au niveau des bénévoles en recherche et sauvetage ou des organisations non gouvernementales dans des activités de sécurité civile qui se sont répétées après ça en 2019 et des événements aussi là, dans la région de Gatineau, Ottawa, où est-ce qu'on a été déployés aussi en assistance aux municipalités. Donc, je crois fermement en la force du travail d'équipe, incluant les bénévoles à travers tout ça. C'est parfait, merci. Et, oui, je peux en prendre l'expérience aussi que j'ai déployé en 2019 dans les environs de Gatineau, Ottawa. Donc, c'est vraiment ça qui m'a commencé dans le domaine des gestions d'urgence, des préparations et résilience. Éric, vos commentaires, très excités pour ça. Moi, je rejoins beaucoup Guy. Probablement, l'approche d'organismes bénévoles en sécurité civile, qu'on parle d'organismes humanitaires ou communautaires, est absolument inéluctable, impondérable dans le contexte, mais dans l'esprit où ce que le Québec procède-t-il de la bonne manière, je pense qu'il est intéressant de rappeler que la toute nouvelle loi qui vient d'être adoptée en mai dernier, là, donc on parle maintenant de la loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience au sinistre, vient énoncer quelque chose de particulier à l'article 5. Puis je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a une volonté de responsabilité davantage des personnes, c'est-à-dire le citoyen. Il y a cette intention de casser quelque chose de majeur parce que le citoyen voit la sécurité civile comme il voit un service de police et un service d'incendie, alors que la capacité de réponse lors d'une catastrophe est tout à fait différente et exige beaucoup plus de ressources. Et là, on sent vraiment cette volonté de faire en sorte que le citoyen soit davantage responsabilité, qu'il prenne les mesures pour assurer la protection des biens. Puis là, dans cet article-là, on vient lui dire qu'il doit le faire. À trois reprises dans l'article, on dit que le citoyen doit faire preuve de prévoyance, et de prudence, doit concourir à la sécurité civile, notamment, premièrement, étant à l'écoute de ce que disent les autorités, mais aussi qu'il doit prendre les mesures pour protéger ses biens, sa famille et développer une autonomie. Moi, je trouve ça intéressant parce que l'esprit de l'État-providence en sécurité civile, là, ça ne peut pas tenir la route. Là. Je le dirai toujours, il n'y a jamais assez de ressources quand il y a une catastrophe qui frappe une collectivité. Puis on a besoin que ces citoyens-là deviennent davantage autonomes, résilients. Ça va nous obliger, nous autres, les municipalités, à aussi faire une plus grande part, notamment en communication des risques. Mais c'est intéressant parce que, dans le fond, si je fais une bonne communication des risques, puis que mon citoyen devient plus autonome et résilient, donc, je ne vais pas le prendre en charge. Il se prend en charge. Il est donc capable de contribuer au niveau de son voisinage. Mais mieux encore, il pourrait être appelé à contribuer à l'intérieur d'un organisme humanitaire communautaire qui a une portée locale ou régionale. Et là, on verrait tout de suite l'espèce de triptyque et la retombée immédiate. C'est-à-dire là, on sentirait qu'enfin, le citoyen est aussi partie prenante pour soutenir puis appuyer les autorités. Et non pas comme j'appelle ça, bénévole spontané, ça, qui est excessivement difficile. C'est un méchant défi, ça, quand tu as une catastrophe à devoir gérer. Des gens qui viennent cogner à ta porte, qui arrivent en short et en gogoune, puis tu dis « je veux t'aider ». Je veux dire, je préférerais que tu sois encadré à l'intérieur d'une organisation, mais pour qu'on arrive là, on a une méchante job à faire. Il va falloir s'activer sur le terrain. Mais là, je pense qu'on a un levier important. Le législateur le souhaite. Alors, moi, je pense que ça, c'est un tournant, au niveau de l'approche de Québec. Puis, le fait qu'on dise les personnes, ça viendra peut-être un petit peu plus tard dans une autre question, mais les personnes au Québec en droit, ça veut aussi dire les citoyens corporatifs. Ce n'est pas juste la personne physique. Là. La personne morale doit aussi embrasser ce concept-là. Et ça sera intéressant tantôt quand on parlera là, de l'apport des partenaires privés dans le contexte de la sécurité civile. Non, c'est très vrai, puis c'est un thème qu'on a abordé auparavant en ce qui concerne vraiment les bénévoles spontanés versus les bénévoles spécialisés qui ont de l'expérience en ce qui concerne peut-être les soins de santé ou l'incendie, quoi que ce soit, là, même dans les militaires aussi, avec les réservistes face à la face régulière. En ce qui concerne cela, vraiment une question, ou même un point, c'est vraiment le développement d'un registre national de bénévoles où tu peux soumettre tes expériences, tes capacités, et même où que tu peux déployer, parce que souvent, c'est pas juste une question de déployer dans ta propre communauté, mais que ce soit au régional, à la provinciale, au fédéral, dépendant de la profondeur de l'urgence telle que soit. Guy, des commentaires là-dessus, ou même Éric, je commence avec Guy et ensuite Éric, des points là-dessus en ce qui concerne la sécurité civile, puis utiliser des bénévoles en quoi que ce soit, puis plus que ce soit des bénévoles spontanés.
moi, je sens qu'Éric est en train de se lever sur sa chaise. Là. Non, moi, je pense finalement que oui, effectivement, je pense que cette banque-là de bénévoles, elle doit être structurée. Je pense que j'invite quand même à faire attention parce que c'est difficile, très difficile à garder un registre de bénévoles. Puis comme Éric le disait, de bénévoles spontanés, parce que s'il n'y arrive pas d'événements de sécurité civile dans notre secteur, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce qu'ils seront encore là? Est-ce qu'ils seront encore disponibles? Fait que moi, je pense que c'est important d'aller chercher dans les ressources qui existent déjà, par exemple, dans les ONG. Donc, on a parlé d'Ambulance Saint-Jean, on a parlé de la Croix-Rouge, l'Armée du Salut. On parle de RACI, les radioamateurs, on parle de la garde côtière, on parle de Cerabec. Ça, c'est toutes des ressources qui existent déjà, qui déjà travaillent ensemble dans le cadre des rendez-vous bénévoles depuis 2015. Là. Donc, même avant même les premiers événements de sécurité civile. Et je rejoins Éric là-dessus aussi, c'est que je pense que l'éducation est extrêmement importante là-dedans. Je pense que ça, à partir des sinistres, les désastres qui se produisent de plus en plus, doivent faire l'objet de discussions dans les écoles, faire un éveil des enfants. Puis souvent, cette éducation des adultes se fait par leurs propres enfants. On le voit déjà en recherche et sauvetage. Donc, il y a plusieurs volets là-dedans, mais il y a une dynamique, tant qu'à moi, qui est extrêmement intéressante, qui ne doit pas demeurer théorique, mais qui doit être mis en pratique. On a l'occasion de rêver avec le projet de loi 50 dont Éric parlait. Avec des points là-dessus? En fait, Guy l'a bien mentionné, là, les forces en place, là, avant de se lancer dans des nouvelles initiatives, je pense qu'il y a une nécessité d'optimiser, de vraiment regarder si ce que l'on a comme ressources, est-ce qu'on les investit correctement, puis est-ce qu'on déploie vraiment le plein potentiel de ce qui est déjà en place. En très court, on pourra avoir un portrait de où sont les éléments manquants. Moi par rapport au projet de loi 50 ou la loi là, qui est sanctionnant en mai dernier, là, mon seul propos, c'est on a cette portée de dire que c'est une loi en matière de sécurité civile. Cependant, et ça, mon propos, il est vraiment personnel. Là. Quand je lis le texte puis je regarde la véritable portée, je me questionne à savoir si on est vraiment en sécurité civile ou on n'est pas plutôt resté dans l'espèce de dogme des mesures d'urgence. C'est-à-dire très, très, très concentré en matière d'intervention. Là. Puis je vais laisser le soin, là, tous les règlements ne sont pas tombés encore, là, ça viendra plus tard. On verra si avec la démarche régionale et locale pour l'établissement des plans de gestion de risque, puis si véritablement on va embrasser le pas de la sécurité civile, les 4 dimensions et puis tout ça, ou si finalement on va encore se limiter à demeurer au niveau du théâtre des interventions. Bon, c'est bon, merci pour ces points-là. Puis je suis content qu'on parle un peu de la projet de loi 50. C'est certain, on va en toucher un peu plus au cours du webinaire. Je suis curieux en demandant à Jean-François quels sont les défis et les obstacles actuels à l'intégration des bénévoles dans les municipalités durant une réponse à l'urgence ou durant les sinistres. Beaucoup de bénévoles qui se présentent, qui veulent participer, mais est-ce qu'ils sont préparés? Puis c'est quoi les défis et les obstacles pour les municipalités à les intégrer, vraiment les mettre à l'œuvre et les mettre dans les zones des opérations? Bien, en fait, outre les points là, que mes collègues ont dit par rapport à la structure de cette force-là, je pense que je m'en irais plus du côté de la sensibilisation. Il y a toute une notion de sensibilisation avant d'arriver avec des bénévoles. Je pense qu'il faut sensibiliser la population par rapport aux sinistres qui peuvent survenir, aux besoins qu'on va avoir, aux compétences qu'on a de besoin. Avant même de se faire même une liste de bénévoles, il faut savoir de qui on a de besoin, c'est comment ces gens-là peuvent venir nous aider, puis après ça, cette force-là, il faut qu'elle soit structurée d'une manière importante, parce que sinon, gérer ces gens-là va être une tâche connexe importante. Donc, je pense que ça passe avant tout par la sensibilisation pour éduquer les gens, leur montrer qu'est-ce qui peut survenir, leur montrer comment qu'on peut avoir besoin d'eux, quelles compétences dans le cadre d'un sinistre qu'on aurait besoin des gens, des compétences qui sont simples, que ce soit faire des sacs de sable ou placer des sacs de sable, par exemple, c'est des compétences qui sont généralement accessible à la majorité des gens. Donc, je pense qu'il y a une grande part de sensibilisation avant d'en arriver comme tel à une liste de bénévoles. Il y a de la sensibilisation, il y a de la réflexion aussi auquel Éric faisait référence tantôt par rapport à qui on a vraiment de besoin,
puis dans quelle structure ces gens-là, on va les mettre, puis aussi de vraiment utiliser à bon escient les gens qu'on a déjà sur le terrain ou qui sont déjà formés puis qui sont déjà distribués à la grandeur du territoire du Québec ou même dans les autres provinces, d'où ma référence au début à un caractère horizontal de notre regard, porter notre regard à l'horizontale plutôt de immédiatement à la verticale. Merci. Christian, des commentaires là-dessus? Votre point de vue? Oui, écoutez, des commentaires intéressants de mes confrères ici. Moi, je trouve que la principale chose qu'il faut faire, là, c'est de sensibilisation, l'éducation du public. Ça, là-dessus, je remarque, à tous les fois qu'on a des événements, les gens, là, ils attendent, ils se fient sur les villes pour les prendre en charge. Ça, c'est un gros problème qu'on voit. Nous, dans notre territoire, on a une rivière qui, à chaque printemps, risque de déborder. On se met en mode veille dans nos mesures d'urgence. On leur apporte des palettes de sacs de sable. On leur apporte tout du stock. On leur livre ça en avant de la porte. Puis il y a peut-être 1 ou 2 citoyens qui les installent. Ils attendent. Ils attendent quand? Ils attendent que l'eau déborde. Quand ils sont rendus à la maison, là c'est les pompiers, il faut qu'ils aillent mettre les sacs de sable. Parce qu'ils sont dépourvus, ils n'ont pas personne, ils ne s'organisent pas. Fait que moi, je pense qu'un des enjeux premiers, c'est effectivement, il faut sensibiliser, éduquer notre population à se prendre en charge. 72 heures, plein de choses de ça, des messages qu'il faut passer. Les pannes électriques, la même chose. La première chose qui viennent, on peut se prendre une douche, on peut-tu, tu sais, ils ne s'organisent pas, les gens, je trouve. Ça, c'est mon point de vue. Puis pour les bénévoles, c'est bon des bénévoles, mais ça prend une organisation, ça prend des organisations structurées. Quand on arrive sur les lieux de l'intervention, on fait des opérations, on est en mode urgence. C'est difficile de gérer les citoyens. La sécurité des gens, les gens n'ont pas de formation, ne savent pas comment intervenir, identifier des risques. Et souvent, nous, on a notre travail à faire sur le terrain. On n'a pas le temps de superviser ces gens-là. Il y a des gens qui veulent bien faire, mais ça prend des gens pour les superviser, ces gens-là. De là, l'importance d'avoir des organisations structurées, comme on parlait tantôt, qu'il y a un responsable, un poste de commandement qui est là, il va parler au responsable, il va donner des tâches claires, puis ces gens-là vont être sous la supervision de ce responsable-là. Nous, comme service d'urgence, on n'a pas le temps de s'occuper des gens. On appelle ça du freelancing. Là. Il y en a un qui part, il va faire une chose. Là, puis là, on a un qui a demandé de faire ça. On perd beaucoup de temps là-dessus quand on rouvre la porte aux bénévoles. Fait que, malheureusement, des fois, on est mieux pas d'en avoir que de gérer ça. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir des organismes, comme je disais tantôt, qui puissent venir nous supporter. Et encore là, faut-il les connaître, ces organismes-là? Ça, c'est un autre enjeu que je vois là-dedans. Oui, c'est certain. Puis les commentaires font preuve d'autres thèmes qu'on a abordés auparavant, vraiment en parlant pour les bénévoles, ceux qui ont des backgrounds en leadership aussi, souvent, ils ont déjà des emplois ou des fonctions publiques qui doivent se commettre avec, que ce soit en tant que pompiers, souvent, toutes les personnes comme exemple, qui sont sur ce panel site, qu'on soit bénévole avec une organisation. On a aussi des fonctions en tant qu'emploi moi. Donc, dans les temps de catastrophe ou de réponse à l'urgence, on est déjà déployé dans d'autres affaires. On n'a pas le temps vraiment d'être bénévole. En ce qui concerne, c'est l'important à venir comme bénévole. Et c'est souvent ceux qui n'ont pas de background ou pas d'emploi dans la gestion d'urgence qui vont se trouver à venir comme bénévole spontané. Et vraiment, c'est un gros enjeu, comme vous avez dit, la question de leadership là-dessus et comment on va prendre ces ressources-là. Et s'assurer qu'ils sont bien impliqués, qu'ils ne sont pas juste en train de faire du freelancing, comme vous disiez, qui peuvent vraiment nuire juste à la situation telle qu'elle. Donc, vraiment, juste continuant avec les questions en ce qui concerne les ressources civiles, je serais curieux, quelles ressources existent actuellement au niveau provincial territorial qui peuvent être facilement partagées entre eux en ce qui concerne les ressources. Donc, on sait qu'il y a des organismes tels que SARVAC, Team Rubicon, et on voit présentement le programme humanitaire de support au fédéral. Mais est-ce qu'il y en a plus? Y a-t-il d'autres méthodes qu'on pourrait utiliser pour s'impliquer avec cette sensibilisation, cette éducation? Ou est-ce que vraiment il faut juste se fier à ce que le fédéral va donner? Ou est-ce que le provincial a comme ressources déjà au niveau provincial? Donc, je vais commencer cette question-là avec Eric. En fait, j'ai envie de raconter une histoire.
sais, il y a des organismes qui sont connus au niveau provincial et territorial. La première question à poser, c'est est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce qu'ils échangent entre eux? C'est-à-dire, je n'ai pas de doute quand on aborde un organisme comme la Croix-Rouge canadienne et l'Ambulance Saint-Jean ou l'Armée du Salut, qu'il y a des ramifications dans les différentes provinces, puis qu'effectivement, il y a des boards qui font en sorte que ces gens-là entretiennent un lien. Mais notre réelle capacité canadienne et interprovinciale, d'après moi, dépend sur la capacité que nous avons de créer les liens entre tous les organismes qui existent au niveau local et régional. C'est-à-dire, à quelque part, notre force, elle est là. C'est-à-dire, je propose souvent l'idée, je pense qu'il va falloir revoir notre logo de sécurité civile, notre logo international. Et tout ce qu'on a à faire, c'est juste inverser le triangle. Pour nous rappeler que la force est en bas et pas en haut en matière de sécurité civile. C'est la base. Fait que je reviens encore à mon idée de départ. Renforçons les capacités existantes des organismes qui existent. Faisons en sorte de créer des liens entre eux pour qu'ils puissent justement développer cette capacité interprovinciale. Puis je pense que là-dessus, les différents intervenants provinciaux qui siègent sur il y a un cadre, je l'ai pris en note tantôt. Permettez-moi juste de voir mes notes 30 secondes. Il y a un cadre au niveau national concernant la sécurité civile où les acteurs provinciaux et territoriaux, qui sont des ministres, élaborent des stratégies. Je pense que cette pensée-là doit être enchâssée là-dedans. C'est-à-dire, il faut que ça devienne un principal levier, puis qu'on arrête de dire que les frontières interprovinciales sont des frontières. Elles ne doivent pas l'être. De toute façon, on n'arrête pas de dire que les catastrophes n'ont pas de frontières, que les aléas n'ont pas de frontières. Donc, notre capacité de réponse ne devrait pas en avoir non plus. Puis ça va être intéressant tantôt quand on va aborder justement la capacité des Forces armées canadiennes d'intervenir en contexte de catastrophe. Je dis, des fois, on regarde les choses à l'envers. On regarde les Forces armées canadiennes comme le premier recours. Souvent, on devrait vraiment le regarder comme un dernier recours parce que finalement, si on fait la réflexion, la première question à se poser, c'est avons-nous pleinement utilisé le plein potentiel des capacités existantes? Oui, certains des problèmes qu'on a, c'est souvent les forces armées canadiennes sont juste appelées à venir se présenter au lieu, sur le terrain, et il n'y a pas vraiment une demande spécifique en termes des ressources qu'ils ont besoin d'amener. Donc, que ce soit des hélicoptères ou vraiment des pompiers pour aller dans le terrain ou juste des ressources humaines qui vont être là pour aller s'intégrer et faire un surge et vraiment supporter les organisations qui sont déjà là dans la région, que ce soit provinciale ou municipale. C'est plutôt juste, on demande que tout le monde des forces armées canadiennes se présente au lieu et ensuite, on décide après ça. Donc, peut-être, il est question d'avoir des officiers de liaison qui peuvent aider à faire ces requêtes et créer des templates là, qui vont faire la base des demandes aux forces armées canadiennes comme dernier recours. Puis aussi, je vais faire un petit pivot en tant que question dans une minute. On va parler du secteur privé, évidemment. Mais avant ça, Guy, des commentaires là-dessus? Avez-vous des pensées en tant que les bénévoles, puis vraiment comment on s'implique avec les forces armées canadiennes en tant que dernier recours, pas premier recours? Moi, je pense premièrement que, étant donné, je prends l'échelle canadienne, l'échelle provinciale, puis je vais même jusqu'à l'échelle locale, on doit être en mesure de répertorier les organisations, puis chaque municipalité, chaque province, le fédéral doit faire un répertoire des ressources qui existent déjà, premièrement, puis voir les capacités de travailler avec eux autres. Puis pas penser en même temps que les organisations bénévoles comme la nôtre, par exemple, comme les nôtres, sont multiplicateurs. Donc, on ne demande pas, par exemple, à un bénévole, par exemple, de SARVAC ou de la QBRS, l'Association provinciale, par exemple, de remplir des sacs de sable. Par contre, s'il y a des ententes qui sont faites avec les municipalités, puis les municipalités ont vraiment répertorié les équipes, on a travaillé ensemble, on s'est rencontrés, on est capable d'évaluer la capacité de ces équipes-là à interagir. Comme Christian disait tantôt, quand il arrive un incident de sécurité civile, ils sont très occupés, ils n'ont jamais les effectifs nécessaires. Donc, les organisations bénévoles, ce qu'ils peuvent faire, c'est de servir d'intermédiaire entre la municipalité et le citoyen. Et le citoyen, ça fait la différence entre le lendemain, il est sur les réseaux sociaux puis il critique la municipalité ou l'effet multiplicateur de dire,
hier, on a été aux membres de sa famille. Bien, hier, on a rempli des sacs de sable. C'était bien organisé. La ville est bien organisée. Donc, venez nous aider. On l'a vu dans des événements comme on l'a vu à Rigaud, on l'a vu dans la région de Gatineau, Ottawa. Donc, je pense que les municipalités, ou chaque levier de gouvernement ont une responsabilité de répertorier les organisations puis de dire, bien, regarde, oui, on va travailler avec eux autres, ils sont structurés déjà. Donc, la structure, elle est déjà, chaque organisation, sa structure, puis comme Éric disait tantôt, c'est vraiment d'être capable de connaître les ressources, leurs capacités, leur mandat. C'est la façon que je le vois. C'est parfait. Vraiment, je serais curieux juste du board municipal, puisqu'on a vraiment des représentants de ville aussi. Jean-François, en matière de vulnérabilité et résilience, comment est-ce que les municipalités peuvent se préparer pour l'arrivée des Forces armées canadiennes ou des ressources fédérales? C'est une intégration qui doit se faire avec les ressources qui vont arriver. Donc, en cette réalité, comment est-ce qu'on peut faire que ce soit une situation plus facile pour l'arrivée des Forces armées canadiennes face aux obstacles qui vont exister, évidemment, entre l'intégration, puisque sur le plan de communication, c'est différent aussi quand ils vont arriver, là. Ben, en fait, deux petites choses avant. Là. Je pense que par rapport à notre question précédente, ce qui manque, c'est de la coordination. C'est une structure qui va coordonner ces ressources-là qui sont partout, sur tous les territoires. Elles sont disponibles. Il faut qu'elles apprennent à travailler ensemble. Il faut qu'on les coordonne. Il faut qu'on leur montre comment travailler ensemble, favoriser l'interopérabilité. Par rapport vraiment à la vulnérabilité, puis ces éléments-là, puis éventuellement à l'activation des forces armées canadiennes, on a fait référence que c'était vraiment une force de dernier recours tantôt. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment le cas, puis c'est comme ça qu'il faut les voir. Mais d'ici là, avant d'en arriver là, on a plusieurs éléments. Donc, on parlait des ressources, on parlait d'une structure de coordination pan-canadienne, ou peu importe comment on peut l'avoir. Ça prend quelque chose pour venir piloter cette force-là, aller chercher les bonnes ressources avec les bonnes compétences, puis faire venir les bonnes personnes qu'on a de besoin en fonction vraiment des besoins terrain, de ce qu'on a lié à cette catastrophe-là. Puis, on parle de vulnérabilité. Je pense que le problème, oui, il y a de la vulnérabilité, mais c'est surtout un problème d'exposition dans le cas de plusieurs catastrophes auxquelles on fait face. C'est vraiment ça qu'il faut travailler au niveau municipal, au niveau gouvernemental, que ce soit provincial ou fédéral. On est exposé à cause de notre développement. Comment on fait le développement, comment que les villes sont faites, comment que le terrain est développé, comment que l'argent est développé au niveau des différentes villes. Le modèle économique, finalement, des municipalités fait qu'on s'expose à différents risques, on s'expose à des vulnérabilités parce que, sans dire qu'on n'a pas le choix, mais le modèle est fait comme ça, la structure est faite comme ça. Alors, comment est-ce qu'on favorise cette collaboration? C'est-il aussi simple que des exercices conjoints ou c'est-il nécessaire d'aligner les politiques? Est-ce qu'on doit avoir plus de collaboration entre les Forces armées canadiennes ou les autres ressources fédérales ou provinciales, que ce soit, avec les municipalités avant? Comment est-ce qu'on va aligner ça? C'est vraiment comment on peut favoriser la collaboration? Ça, Christian, je vous ouvre la parole. Et moi, je suis issu du monde municipal. C'est sûr qu'à point de vue municipal, les ressources, comme aujourd'hui, là, je connais Guy Lapointe, que je ne connaissais pas. Il y a des organisations comme ça. Il faut favoriser les échanges puis, entre les villes, les municipalités et les organisations. Encore là, faut-il les connaître. Si on ne les connaît pas, on est mal pris, on ne pourra pas non plus les appeler. Qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, on va se référer au gouvernement provincial, qui est notre gouvernement de proximité, qui, eux, ont le lien avec ces organismes-là pour nous aider. Je pense que le gouvernement provincial devrait assumer un leadership là-dedans, de faire connaître ces organismes-là aux municipalités, favoriser des échanges avec ces municipalités-là. Parce que l'armée, effectivement, c'est en dernier recours. On connaît souvent l'armée dans les grosses inondations, mais encore là, quand on les fait venir, c'est-tu le job de l'armée? C'est-tu le job d'un soldat de venir poser des sacs de sable? Moi, je pense que quand on est rendu là, c'est qu'il y a du monde, à quelque part, qui ont failli en bas. En tout cas, c'est mon opinion personnelle là-dessus. C'est parfait, puis c'est ça le but, c'est vraiment d'avoir des opinions et des points de vue différents. Éric, les commentaires là-dessus? En tant qu'ancien membre des forces, je dois vous dire que, disons que je considère que ça, là, il y en a qui me suivent sur LinkedIn et qui connaissent mon propos là-dessus. Là. Mais, les Forces armées canadiennes là, ont définitivement leur place, mais dans des enjeux excessivement spécialisés. Si on parle de CBRN, terrorisme, attaque, on a plein d'aléas
qu'on parle rarement en matière de sécurité civile municipale, mais qui, de facto, si on les considère davantage, on peut facilement voir le rôle que les Forces armées canadiennes peuvent avoir davantage de premier plan. Dans le contexte de ce qu'on gère habituellement, ne serait-ce que les aléas hydrométéorologiques, pour moi, là, de demander aux Forces armées canadiennes de venir intervenir dans ce contexte-là, ça démontre justement notre vulnérabilité collective à ne pas être capable de solliciter toutes les forces en place pour faire face au sinistre. C'est ça que ça me dit, moi. Okay? Ça le dit, hein, le terme civil associé à celui de la sécurité doit nous inciter à se prendre en main collectivement, à faire les bons choix, à relever les défis difficiles. Mon collègue de Lévis dit on a des enjeux d'exposition, c'est clair. Hein, 80% du patrimoine bâti du Québec est dans les sols argilo-calcaires sur le bord des rivières. Je veux dire, à quelque part, là, puis on est dans une zone sismique active. Fait qu'à partir de ce moment-là, que tu croises ces données-là, tu te dis, oui, regarde, il y a des nouveaux choix qui vont devoir être considérés. Puis ça doit nous sortir aussi de l'approche. Quand on parle d'exposition, on va arrêter de voir l'aléa. On est constamment en train d'essayer de trouver des solutions pour mitiguer l'aléa, s'attaquer à l'aléa. Non, c'est les vulnérabilités qu'il faut aller chercher. Parce que quand tu travailles ces vulnérabilités, tu es davantage enclin à embrasser le principe de l'adaptation. L'adaptation, là, ça commande autre chose que simplement que de se protéger par des barrages, par des digues, par du béton armé, puis par autre chose. Il y a un changement de paradigme qui est absolument essentiel. Puis si on les fait, ces choix difficiles-là, puis on y consent les ressources, principalement, les Forces armées canadiennes vont venir appuyer, soutenir les autorités quand c'est le bon moment de le faire. Puis selon les mécanismes qui sont là actuellement puis qui ont fait leur preuve, les mécanismes pour qu'ils interviennent sont encore contemporains. Puis je ne pense pas aussi que c'est nécessaire de les remplacer par des mécanismes avec une plus grande proximité. Là, moi, je suis bien d'accord que ça passe par les hautes instances puis qu'après ça se découle localement puis qu'on nous envoie des contingents. Il y aura toujours l'enjeu entre ce qu'on souhaiterait que les forces fassent, puis ce que les forces peuvent faire, de par leur mandat, de par le caractère aussi légal, là, quand les forces armées débarquent, puis que ce n'est pas un contexte de guerre, il y a des impondérables législatifs, là. On ne rentrera pas là-dedans. Mais en quelque sorte, prenons-nous en main collectivement, travaillons davantage sur l'avant-plan, puis après ça, probablement qu'on va regarder les forces armées canadiennes pour ce qu'elles sont véritablement capables de faire. Puis il ne faut pas perdre de vue, là, hein? Si on regarde le contexte géopolitique, si on lit un peu les nouvelles, si on regarde ce qui se passe au sein des Forces armées canadiennes, il y a des grands défis là. OK? Puis dans les choix qui vont devoir être faits, parce que tout d'un coup, les Forces armées canadiennes ne développeront jamais en première instance une capacité de réponse aux catastrophes. Ce n'est pas leur rôle premier. Je trouve ça intéressant comme commentaire et aussi, je pense que du bord du Québec, puis avec la discussion qu'on a, c'est des points de vue différents de ce que je connais de façon régulière, parce que vraiment, le monde que je parle souvent, c'est de l'Alberta, la Colombie-Britannique, des Maritimes, puis eux, ils voient les forces armées canadiennes qui vont venir souvent parce qu'il y a des incendies, il y a des inondations, quoi que ce soit. Quand je considère vraiment ça au Québec, ça a été juste vraiment Gatineau-Ottawa et quelques autres petits déploiements très limités. Donc, l'expérience vraiment d'avoir les forces qui vont se présenter, ça n'a pas été souvent. C'est pas régulier comme que ce soit en Alberta, que c'est considéré maintenant que quelque chose qui va se passer à l'annuel. À chaque année, les forces vont être déployées pour aller faire les incendies au nord de l'Alberta ou les inondations au Nouveau-Brunswick, parce que c'est vraiment une réalité maintenant avec le changement climatique ou vraiment juste les zones régionalisées avec les municipalités qui sont dans des endroits qui sont sous les enjeux des catastrophes naturelles. Mais prenant un petit pivot, vraiment, je suis curieux de connaître votre opinion sur quel rôle le secteur privé joue dans la promotion de la résilience au sein des communautés. On peut-tu les encourager plus à entrer dans le giron? Puis comment est-ce qu'on peut garantir l'alignement des priorités en ce qui concerne le secteur privé et leurs enjeux dans la gestion d'urgence, au-delà de juste ce qu'on a en tant que ressources au fédéral et avec les Forces armées canadiennes? Donc, je suis content de commencer ça avec Guy. Je pense que dans le privé, je pense qu'il faut penser aux corporatifs, donc aux compagnies, que oui, effectivement, je pense qu'ils doivent être sensibilisés à ça, mais aussi dans le privé, aussi, on pense aussi au côté bénévolat. Donc, dans la structure dont on discute depuis tantôt.
Mais je regarde comme dans les événements à Happy Valley Goose Bay, le Walmart avait mis à la disposition de la population des palettes d'équipements disponibles. Donc, en premier, il était prêt à intervenir rapidement. Donc, je pense que localement ou de façon régionale, les organismes, les grosses compagnies où le corporatif doit être inclus là, à la base dans les schémas de sécurité civile pour subvenir aux premiers besoins. Parce qu'évidemment, quand on parle de l'armée, il y a eu des déploiements de l'armée, mais ces déploiements-là, l'armée affiche ouvertement qu'ils ne veulent pas s'impliquer en sécurité civile. Donc, j'avais assisté à une présentation à un moment donné où est-ce qu'il y avait le provincial, le fédéral qui était là, puis on parlait, puis les militaires qui étaient là, puis l'armée disait effectivement, nous, on ne va plus s'impliquer dans ça. Ils ont un problème de ressources personnelles aussi, comme les policiers en ont. Donc, ils n'ont plus la capacité, puis ce n'est pas le mandat que les forces armées veulent se donner actuellement. Donc, il faut regarder un autre aspect présentement qui est vraiment là, le niveau civil puis au niveau corporatif. Non, c'est bon. Puis je pense que l'histoire de mandat, c'est très compris en ce qui concerne ce qu'on parle présentement, là. Puis, tu sais, dans les autres provinces, je dirais, comme que je l'ai dit auparavant, c'est un peu mal compris parce que c'est souvent les forces qui vont se faire mettre là-dedans, puis le mandat n'est pas clair tel quel. C'est souvent juste, on veut que les forces arrivent, puis donnent du leadership, donnent des ressources pour participer. Tandis que le mandat, vraiment, c'est donner du support logistique. Puis je vois que François Deschamps, dans la fonction du chat, est en train de parler de ça, comment que l'armée est venue sur place après 4-5 jours à Massétil pour apporter une aide supplémentaire logistique. C'est vraiment, je pense, le but, puis la place logique pour l'armée d'être là, c'est donner un support supplémentaire, un aide supplémentaire, puis pas vraiment prendre en mise en charge ce qui se passe pour la situation, parce que c'est une demande supplémentaire. C'est trop pour l'armée, en considération, comme Éric a mentionné, la situation géopolitique en ce qui concerne l'application des forces, puis vraiment juste les problèmes de recrutement, aussi les problèmes de rétention que les forces ont présentement. Les forces armées canadiennes, c'est pas une force de réponse à l'urgence, c'est une force militaire qui a pour but d'être appliquée par le gouvernement canadien pour des fins militaires, diplomatiques, pas vraiment pour faire une réponse de gestion d'urgence domestique. Je sais qu'il y a d'autres pays, tels que l'Espagne, qui ont des forces spécifiques de réponse à l'urgence dans l'armée militaire, mais le Canada a décidé de ne pas avoir ça. Donc, il faut vraiment faire une mise en garde pour s'assurer qu'on ne se met pas là-dedans. Ou si on le fait, les forces armées canadiennes doivent décider, le gouvernement canadien doit décider de s'élancer là-dedans et que ce soit de façon concrète, de façon dans les politiques. C'est pas vraiment vague, c'est pas dans un endroit gris. Mais comme vous mentionnez, avec les histoires de Walmart et tout ça, puis le secteur privé, je pense aussi que c'est un gros stakeholder là-dedans, puis il faut s'en garder dans nos considérations. J'ouvre la parole aussi aux commentaires de Jean-François, Christian et Éric pour supporter ça, puis vraiment qu'on parle de mandat aussi pour les forces. Ben écoute, moi, si tu veux que j'y aille par rapport, au-delà des forces, mais si on reste au niveau de l'entreprise privée ou des citoyens corporatifs, je suis correct d'avoir la perspective de ce qu'ils peuvent contribuer à l'intervention. Puis je ne perds pas de vue de ça, qu'il y a vraiment des grands joueurs qui peuvent, puis on le voit aux États-Unis, on le voit au Canada aussi, ça c'est correct. Puis il y en a d'autres qui vont être davantage actifs lors du rétablissement. Moi, j'aimerais ramener l'histoire à une plus petite échelle, c'est-à-dire en amont des catastrophes. Ça, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que ma job, quand je fais de la communication des risques, c'est d'amener le citoyen corporatif avec le citoyen. Puis regardez bien la petite histoire que je vais vous raconter. On va juste prendre Aléa, orage violent, on va le coupler en effet domino avec une panne de courant. J'amène le citoyen dans la salle puis j'y explique ce qu'il devrait faire pour davantage être plus autonome et plus résilient. De facto, ce que je vais lui demander de faire, c'est d'aller chercher des ressources. Des ressources qu'il va devoir trouver chez un détaillant quelconque. Un détaillant, il est peut-être local. Puis là, le citoyen va se présenter parce que là, le citoyen, lui, il sait. Le problème, c'est que le détaillant, lui, il ne sait pas. Ils vont se rejoindre comment entre les deux? Moi, je prends le quincaillier du coin là, qui peut sérieusement donner un coup de pouce majeur pour rendre une maison, un logement pas mal plus résilient, puis permettre à un citoyen aussi d'être davantage autonome.
je vous le dis, il y a une personne qui a fait un travail magistral, il y a une vidéo, ça dure 24 minutes, pour moins de 100$, elle a constitué sa trousse de 72 heures en allant au Dollarama. OK? Au Dollarama. Le Dollarama, le sais-tu, ça? Ça, c'est une initiative d'une personne, là. Mais la réalité, là, c'est que si on veut que nos citoyens soient davantage autonomes et résilients, il va falloir rendre nos citoyens corporatifs aussi résilients et autonomes et leur permettre justement d'avoir un dialogue où ils vont se compléter. Et là, à ce moment-là, les autorités locales vont devenir les véritables bénéficiaires de ce tandem-là. Parce que là, on va être capable de s'occuper de nos affaires, nos priorités, puis on n'aura pas à prendre en charge des gens qui n'ont pas à être pris en charge. Dans la même perspective que le citoyen corporatif peut aussi devenir une personne que tu prends en charge parce qu'il n'est pas prêt. Et des citoyens corporatifs peuvent, entre eux autres, aussi s'entraider dans cette volonté mutuelle de demeurer autonome et résilient. Fait que quand vous regardez ça, ce tandem-là, basé sur une communication des risques efficiente, ça a des retombées économiques locales et régionales. On n'a pas besoin d'avoir strictement que les gros acteurs qui viennent appuyer les autorités quand tout est pété partout, là. Ça, on aura toujours de besoin, puis il faut continuer avec ça. J'aime bien ramener la discussion sur une perspective un peu plus micro et nécessaire dans l'esprit où l'État-providence n'est pas possible en sécurité civile. Oui, je pense que le micro, c'est important parce que c'est vraiment ça qui reflète le macro quand on y pense vraiment, là, parce que c'est vraiment là que ça se passe. Au niveau tactique, au niveau micro, c'est là qu'on va voir les expériences qui vont refléter ce qui se passe vraiment avec les opérations, les campagnes, puis vraiment la stratégie au plus haut niveau politique. Je vois dans le chat aussi, François Deschamps mentionne que l'Association des chefs de pompiers du Québec gère avec le MASP, un registre de capacité en termes de compétences et ressources matérielles disponibles pour l'aide intermunicipale. Puis je pense que c'est important, ça. Mais vraiment, je me demanderais, est-ce que les municipalités sont au courant de ça ou c'est juste l'association? Est-ce que les citoyens corporatifs, est-ce que les différentes organisations, que ce soit Dollarama, Walmart, que ce soit DRI même ou la Revue canadienne de gestion d'urgence, est-ce qu'on est au courant de ça? Est-ce qu'on a accès à ces registres-là? Sans l'accès, sans la sensibilisation à ce qui existe, vraiment, ça devient juste des listes Excel qui sont quelque part, qu'on ne peut pas s'en servir dans le futur, là. Donc, je serais curieux de vos commentaires là-dessus. Jean-François, y a-t-il des commentaires du niveau municipal là-dessus? Ouais, je pense qu'il y a un problème de partage d'informations, c'est-à-dire qu'il faut que l'information circule, que ce soit entre les entreprises privées, entre les instances municipales ou gouvernementales, c'est vraiment prépondérant. Puis pour revenir vraiment aux entreprises privées, je pense que c'est un peu particulier là, parce qu'elles ont comme un double rôle. Là. C'est à la fois, elles génèrent des risques, mais à la fois, elles peuvent venir nous soutenir lors d'un événement là, par leurs compétences ou par leurs employés ou par les services qu'elles offrent. Donc, par rapport à ces entreprises-là, puis quand je dis générateur de risques, ce n'est pas nécessairement juste par rapport à ce qu'elles font, ce qu'elles produisent ou les produits dangereux qu'elles utilisent, c'est aussi en manquant à la sensibilisation de leurs employés ou aux bonnes habitudes par rapport à leurs employés. Mais c'est ça, donc il y a beaucoup d'informations qui doivent être transigées. Il y a toute une sensibilisation qui doit être faite à tous les niveaux. Puis cette information-là doit circuler, mais il faut trouver le bon canal. Est-ce que ce canal-là doit être provincial? Je pense que oui. Est-ce qu'il doit être ensuite de ça partagé au niveau fédéral également? Donc, il faut vraiment aller jouer à tous les niveaux pour réussir justement à briser, je dirais, ces silos-là. Et c'est un des problèmes majeurs, c'est les silos. Les silos, on est capable en partie de les défaire lors d'un événement, mais pourquoi qu'on ne serait pas capable de les défaire en préparation? C'est un de nos problèmes majeurs de la sécurité civile, c'est en intervention, on réussit en partie à briser ces murs-là qui vont faire qu'il va y avoir des chasses gardées, mais en préparation, on retombe dans ces chasses gardées-là, donc c'est vraiment un problème majeur. C'est vrai, puis les silos, c'est vraiment. Puis on va parler de technologie, je pense, dans un instant, puis de silos, là, puis partage d'informations, parce que je pense que c'est vraiment un des gros temps qu'il faut aborder là-dessus. Je suis juste curieux des commentaires du point de vue. Je vais aller à Guy en premier, puis ensuite avec Christian, parce que je sais que c'est l'Association des chats des pompiers, vraiment, qui a le registre tel quel. Mais Guy, en premier, allez-y. Si je peux me permettre de revenir au corporatif, je pense que il y a une sensibilisation aussi qui doit être faite auprès des employeurs lorsqu'il arrive un événement comme celle-là. Du côté des bénévoles, par exemple, on a toujours dit que les bénévoles, c'est des gens qui sont retraités. Ça a déjà été vrai. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. 93, dans mon dernier
sondage que j'ai fait, 93% de nos bénévoles en recherche et sauvetage sont actifs au niveau du travail. Donc, ce qui donne une certaine force là, à nos effectifs. Mais il y a un travail énorme à faire auprès des employeurs pour libérer le personnel quand il arrive une situation comme ça. Ça, c'est un enjeu majeur qu'on a, nous autres, pour fournir des bénévoles lors de disparition de personnes, parce que c'est notre mandat premier, puis en sécurité civile aussi, en assistance aux municipalités, c'est encore vrai. Il doit y avoir des incitatifs auprès des employeurs pour libérer les employés lors d'événements comme cela. C'est parfait. Puis je suis juste en train de voir des commentaires qui sont mis dans le chat en ce qui concerne le recensement annuel des associations des chefs de pompiers canadiens. Christian, des commentaires là-dessus. Je vois vraiment que c'est vraiment au Québec. Il y a des registres qui existent. Je suis curieux de vos commentaires là-dessus en ce qui concerne ces registres-là, puis comment on peut partager plus l'information. Bien, en partant le domaine de l'incendie, en étant toujours exposé, c'est nous qui, quand ça va mal, là, qui appelle, c'est les pompiers. Les services de police, ils vont intervenir certaines interventions, c'est plus au niveau criminel, des choses, des tireurs. On va avoir des mesures d'urgence liées à la police. À part du temps, c'est l'incendie. L'Association des chefs, même, ils ont changé de nom. Maintenant, on appelle ça l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec. Le terme a changé. Ça doit faire deux ans à peu près, corrigez-moi, là. Ça a changé. On veut prendre de l'avant, on veut s'impliquer là-dedans. Je ne veux pas parler au nom de l'association, mais j'en fais partie, je suis membre. Puis, on a quand même un volet sécurité civile qui commence à être de plus en plus présent. C'est des interventions qu'on a de plus en plus avec les changements climatiques, tout ça. Fait que le domaine de l'incendie, je pense qu'on a notre place à prendre là-dedans pour gérer. On va gérer plus les opérations, les mesures d'urgence. Ça n'empêchera jamais que la sécurité civile, ça prenne une vision plus globale. Puis, mais suite à ça, je vois des commentaires depuis tantôt avec le gouvernement fédéral. Mais moi, le gouvernement fédéral, comme au niveau municipal, il y a un intermédiaire entre moi et le fédéral qui est le provincial. Je reviens encore à ça. Il faut que le provincial prenne un leadership là-dedans, qu'il fasse le lien, le pont entre le municipal et le fédéral. Avant d'appeler l'armée ou avoir besoin de ressources fédérales, moi, je crois que comme municipalité, je dois passer par le provincial. Le ministère de la Sécurité publique doit assumer un leadership là-dedans. Non, c'est une bonne question. Puis j'ai aussi posé une question juste dans le chat aussi en ce qui concerne le registre. C'est l'intermédiaire, comme vous parlez. Pourquoi le registre reste seulement au Québec et c'est pas partagé avec le reste du Canada? C'est une question. Puis ça relie une autre question aussi de recherche qu'on a spécifiquement des Forces armées canadiennes. Puis c'est en parlant de registre, comment la technologie peut-elle être exploitée pour faciliter une meilleure communication et un meilleur partage d'informations. Si ces informations-là et ces outils-là existent, puis avec la technologie aujourd'hui collective qui nous permet juste d'accéder à ces informations à l'Internet, que ce soit dans des SharePoint ou avec même des Google Docs, là, pourquoi on ne peut pas se permettre de juste partager ça au-delà du Québec puis au-delà des municipalités pour que tout le monde en ait accès? Prenant en compte aussi qu'il faut avoir des restrictions là-dessus, que ce ne soit pas juste tout le monde qui a accès aux ressources civiles ou les capacités militaires qui existent dans les municipalités ou des régions telles quelles. Donc, je serais content d'entendre des points de vue d'Éric là-dessus, comme ancien militaire, mais aussi dans votre capacité présente dans la sécurité civile. Oui, aussi mes anciennes fonctions là, en sécurité incendie. Là, on va dire que le Québec a une certaine longueur d'avance avec sa démarche. Là. Les fameux schémas de couverture de risque d'incendie, ça a eu pour effet d'avoir un portrait juste de l'ensemble des ressources qui sont disponibles pour l'ensemble du territoire. Mais pour ce qui est de la question du partage, je veux dire, rendu là, moi, je vois la formation est quasi standardisée de façon pan-canadienne en matière de lutte contre les incendies. Là. Je veux dire, ça prend une certaine volonté, mais qui n'est pas au niveau local et régional. Là. Je veux dire, à partir du moment où je reviens encore au fameux cadre national là, pour la sécurité civile au Canada, à partir du moment où les ministres s'entendent à dire qu'il est tout à fait logique que les ressources du Québec en matière de sécurité incendie et de sauvetage spécialisé, celles de l'Ontario, celles du Manitoba, soient tous conciliés dans un registre qu'on puisse en tirer profit lorsqu'il y a quelque chose qui pète à gauche ou à droite du territoire canadien. Je veux dire, à quelque part, j'en reviens, ça a été mon propos un peu plus tôt. Je veux dire, c'est ça, profiter de la capacité
de l'ensemble de la collectivité canadienne pour faire face aux catastrophes. Si on ne la développe pas, là, si on ne développe pas ces mécanismes-là, puis là, on parle de sécurité incendie, on pourrait parler de police, on pourrait parler de capacité au niveau ambulancier, on peut parler aussi des organismes bénévoles en sécurité civile, c'est toute la même affaire. Je veux dire, on n'a pas ce réflexe-là. On parle de silos, bien, nos frontières interprovinciales sont des silos. De par des compétences, de par des lois, de par des façons différentes, de par des considérations politiques. Mais en sécurité civile, il faut apprendre à les faire tomber. Puis je pense que ça, c'est un gros défi. Mais on peut le faire, là. Je veux dire, ça serait pour moi, à mon avis, un minimum d'effort que de concerter l'ensemble des forces de façon pan-canadienne. Du moins, quand on parle de services d'urgence, puis qu'on parle d'organismes bénévoles en sécurité civile qui sont reconnus, puis de grands joueurs de l'industrie, comme on parlait tantôt, je ne veux pas les renommer, le Walmart, Canadian Tire, puis ces choses-là. Il y en a plein d'acteurs où on pourrait justement concilier les forces, puis les avoir, puis d'être capable d'aller les chercher quand c'est nécessaire. Excusez, je suis sur mute là-bas. Non, c'est bon. Des commentaires là-dessus, Guy? Je suis curieux de votre point de vue, puisque vous aussi, vous partagez des expériences, que ce soit au fédéral avec Starbucks, mais aussi en tant que bénévole au Québec. Donc, y a-t-il des différences là-dedans? Puis comment vous voyez ça en ce qui concerne le partage d'informations? Puis, vraiment à la limite entre le provincial ou que ce soit genre municipal ou même régionalisé versus le fédéral, puis les standards qui existent vraiment, puis les normes au fédéral. Étant le seul bénévole là-dedans, moi, je ne te mets pas au courant d'abord qu'il y avait un registre. Je l'apprends aujourd'hui. Je suis content de l'apprendre. Au niveau fédéral, actuellement, si on prend, mettons, comme l'organisme, comme au niveau de Starbucks, on utilise maintenant la technologie qui s'appelle Monday.com qui nous permet de connaître les compétences et les disponibilités des bénévoles. Donc, quand il arrive, par exemple, un événement, comme c'est arrivé là, au Labrador, aller chercher à parmi nos bénévoles, ceux qui ont, en fonction des compétences qui sont requises là-bas. Donc, il y en a qui ont des gens qui ont des formations de pompiers, on a des bénévoles qui sont pompiers auxiliaires, il y en a qui sont spécialisés en premiers soins ou quoi que ce soit en aide psychologique. Donc, ça nous permet vraiment de répertorier les ressources lors d'un événement. Et donc, ce qui a facilité grandement la mobilisation lors de l'événement du Labrador. Donc, oui, c'est absolument nécessaire qu'on ait un registre comme ça. Puis j'espère qu'à long terme, dans l'établissement de la réserve civile, des travaux qui commencent, je suis tout à fait d'accord que c'est absolument nécessaire d'avoir un bon répertoire des ressources en fonction des compétences. Oui, merci. Christian ou Jean-François, des commentaires là-dessus? Je peux y aller peut-être en premier. Bien, je pense que toute la numérisation des communications, le meilleur exemple qu'on a, on est en train de le faire présentement. On est en train de faire un webinaire, de se parler entre nous autres. Je pense qu'en matière d'intervention ou en matière plutôt de préparation, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça, que ce soit pour que les différents intervenants se parlent en préparation ou même lors d'un intervenant rapidement communiquer les besoins. Puis surtout les compétences qu'on a de besoin relativement aux sinistres auxquels on fait face. À ce moment-là, c'est plus facile pour une organisation de nous fournir les ressources qu'on a de besoin ou la logistique qu'on a de besoin. On parle beaucoup de ressources, mais ça peut être aussi tout simplement de la logistique qui est nécessaire pour soutenir l'effort qui est déployé sur le terrain. Donc, cette technologie-là, cette information-là, cette numérisation-là est importante. Puis, on peut y aller aussi avec les différents moyens, que ce soit les drones. On le voit que ça avance de plus en plus vite, c'est de plus en plus développé au niveau de la reconnaissance, aller chercher des images qui nous permettent d'aller capter certaines informations puis la diffuser à nos partenaires. Donc, cette technologie-là est nécessaire, puis je pense qu'il faut embrasser ce développement-là, puis l'utilisation de cette technologie-là au cœur même de nos mécanismes à tous les niveaux, que ce soit en prévention, en préparation, en intervention ou en rétablissement. Bon, c'est parfait. Puis vraiment, l'un des plus gros problèmes, je pense, que nous avons rencontré dernièrement dans le monde de la gestion des urgences, de mon bord et de mon expérience, c'est le manque d'engagement des municipalités lors de ces événements, que ce soit des webinaires, des conférences ou juste des discussions. Tu sais, c'est souvent, on va avoir des organisations, peut-être que le Workforce Minter qui va se présenter et en parler, mais on n'a pas les municipalités auxquelles on va se présenter.
sans avoir leur opinion, leur point de vue sur les contextes qui se passent avec les réponses à l'urgence ou même les préparations avant les sinistres. Ça devient difficile de préparer une réponse adéquate ou effective, puisqu'on peut comparer vraiment les réactions aux inondations, c'est très différent aux réactions aux incendies telles quelles. Donc, de votre expérience, puis Jean-François, je te relance ça, mais aussi pour Christian et Guy, y a-t-il des manières de vraiment promouvoir cette collaboration-là? Comment est-ce qu'on peut amener les municipalités plus dans la discussion? Parce que je me dis que ça peut pas être aussi simple que juste les avoir participé au webinaire. Il doit y avoir des stratégies ou des meilleures politiques pour aligner leurs valeurs avec celles des organisations, que ce soit au fédéral ou vraiment que ce soit avec les organisations bénévoles telles que DRI Canada. Je pense qu'il y a des mécanismes déjà en place de communication, notamment que ce soit par l'intermédiaire du gouvernement pour ce qui est des communications, je dirais, gouvernementales officielles du gouvernement provincial, qui a vraiment un rôle prépondérant en sécurité civile, selon la loi sur la sécurité civile. Mais pour ce qui est des organismes comme DRI, à ce moment-là, il y a différents canaux de communication, que ce soit par l'intermédiaire de l'Association de sécurité civile du Québec ou par l'intermédiaire même, si on veut, de manière plus officielle, le gouvernement a certains ministères qui sont spécialisés dans ce genre de communication-là, mais c'est surtout en continuant ces discussions-là qu'on va faire aller les discussions, puis surtout susciter l'intérêt des municipalités pour qu'elles puissent expliquer c'est quoi leurs compétences, mais aussi leurs besoins, notamment en matière de prestations de services essentiels. On n'en a pas discuté jusqu'à maintenant, mais les municipalités au Québec, pour la majorité, sont prestataires de services essentiels qui répondent à des besoins essentiels à la population. Et c'est majeur. Et c'est là, en matière de contenu des services, qu'on peut venir soutenir les municipalités, qu'on peut venir les aider. Donc, il y a tout comprendre, je pense, les compétences des municipalités, leurs besoins aussi, puis comment on peut venir les soutenir. Bon, c'est bon. Rick, des points là-dessus? En fait, moi, je ne peux pas parler pour le reste du Canada, mais je peux vous dire, moi, je trouve qu'en sécurité civile au Québec, la représentation des municipalités n'est pas mauvaise. Je veux dire, à quelque part, c'est 50% du membership de l'Association de la sécurité civile du Québec, les municipalités. Quand on assiste au colloque de la sécurité civile, chaque année, une bonne participation de la part des représentants municipaux. Et elles n'hésitent pas non plus à déléguer leurs membres, là, que ce soit du service sécurité incendie, service de police ou d'autres organisations, à travers différents autres, d'autres associations. Tu sais, je veux dire, il y a le Sérieux qui s'occupe des travaux publics. Je veux dire, il y a Ouranos. Il y a un paquet d'organisations au Québec qui font en sorte qu'à quelque part, ces organisations-là, y compris l'UMQ, la FQM, Fédération des municipalités, l'Union municipalité du Québec, offrent différentes formations, plateformes, webinaires qui, de près ou de loin, vont aborder les thèmes et les enjeux de sécurité civile. Fait que je dirais qu'au Québec, je ne sens pas que la participation des municipalités dans l'acquisition des connaissances, d'apprendre ce qu'il faut faire, connaître ce qu'il faut faire est un enjeu. Dans la pratique, là, ça peut devenir aussi, comme ailleurs, un enjeu parce qu'à quelque part, c'est pas vrai qu'au Québec, chaque municipalité a sa ressource qui est dédiée en sécurité civile. Je veux dire, c'est encore un rôle qui est pris en partie par le directeur général ou ses adjoints à titre de coordonnateur. On est beaucoup dans la réponse en cas de sinistre. Et si vous mettez dans un panier de gestion déjà trop rempli davantage de responsabilités, force est d'admettre qu'à un moment donné, il y a toujours une limite à ce qu'une personne puisse faire dans une organisation. Puis, j'en reviens encore, c'est que tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas d'accord sur la perspective que la sécurité civile, d'un point de vue municipal, c'est la ville, ce n'est pas un service. C'est la ville et c'est l'ensemble de ses ressources. Quand tu as une grande structure, puis tu as un bureau, ton bureau, il aide à coordonner les efforts de la ville, mais à la lumière, le service, c'est la ville. Puis là-dessus, Jean-François l'a très bien dit, à partir du moment où tu es responsable de services essentiels, tu ne peux pas dire à une seule personne ou quelques personnes de strictement s'occuper de ça. Ça prend un effort concerté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de l'organisation municipale de la sécurité civile, là, puis du concept de mission. C'est de faire en sorte que l'ensemble des acteurs qui peuvent contribuer à l'effort de réponse
soit là et y contribue de façon, comme on dit si bien, orchestrée, coordonnée et adaptée. C'est un bon point. Puis c'est quelque chose que je sais que Christian aussi a parlé auparavant. C'est le service incendie. C'est vraiment celle de l'urgence pour les villes. Puis ça devient vraiment le porte-parole pour ce qui concerne la sécurité civile, comme il a mentionné en tant que gestionnaire. Guy, aurais-tu des points là-dessus? Étant pas du monde municipal, c'est un peu difficile pour moi de répondre à ça. Je vous dirais plutôt que pour moi, c'est plus de faire la promotion de la contribution des organismes bénévoles en sécurité civile, sans vouloir aucun contrôle. On ne veut pas être assis dans un cousse. C'est simplement d'être là comme collaborer, puis de voir quel avantage que les municipalités auraient à aller chercher les ressources comme les nôtres là, pour servir vraiment d'intermédiaire entre le fardeau de travail que le gestionnaire de sécurité civile dans une municipalité peut avoir, puis le citoyen. Je pense que c'est un peu, moi je dis souvent qu'on peut être le chaînon manquant là-dedans. Là. Donc, on va compléter en fait le schéma de sécurité civile. OK, c'est bon. Christian, des points finaux sur cette question-là, sinon j'ai une autre question qui vient de la discussion dans 2 minutes. Ben écoute, quand on parle fédéral, ça m'allume un petit peu. Je n'ai pas vraiment eu de réflexion là-dessus. Le Canada, pour moi, comme municipal, là, c'est loin. Je n'en entends jamais parler. Puis l'impression que j'ai, c'est parce que l'argent est au fédéral. Les plus grosses ressources financières sont là. Après ça, le provincial, lui, il a moins de moyens financiers. Puis quand tu arrives aux municipalités, on en a encore moins. On est un gouvernement plus de proximité. On ne veut pas monter les taxes des citoyens. Et de là que l'énergie en sécurité civile, comme Éric ou Jean-François l'a dit tantôt, parce qu'il y a des villes qui mettent ça de côté parce que c'est pas payant politiquement. Ils n'ont pas beaucoup de ressources financières à mettre là-dedans. Donc, la préparation est déficiente souvent. Je pense que de ce côté-là, il devrait y avoir des obligations peut-être pour certaines villes à se préparer, mieux se préparer. On veut que nos citoyens soient mieux préparés. Est-ce que toutes les villes sont bien préparées? C'est là que là-dessus, puis je pense que le gouvernement fédéral, là-dedans, oui, il y a des ressources qu'on ne connaît pas. Je reviens encore à mon idée depuis le début. Le lien, moi, entre une municipalité et le fédéral, c'est le provincial. Je pense que le joueur clé est là, puis après ça, tous les liens entre ça, après ça, on parlait des citoyens corporatifs, eux autres sont là pour faire l'argent aussi. Là, c'est encore là, c'est une question d'argent qui est en arrêt de tout ça. T'sais. Je trouve ça intéressant parce que du point de vue, disons, fédéral en tant que bénévole avec la Revue canadienne de gestion d'urgence, c'est différent dans les autres provinces de ce que j'ai vu. Par exemple, en Alberta, que ce soit à Lytton, Fort McMurray, ou que ce soit au Maritime à Fredericton avec les inondations, les municipalités, ils ont l'accès direct quasiment souvent au fédéral. Mais je pense peut-être c'est parce qu'il y a un biais qui existe, parce que ces villes-là ont déjà été impactées par des sinistres ou des catastrophes. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus de discussions. Fait qu'au Québec, s'il y a moins de sinistres ou il y a moins d'impact qui se passe, ces villes-là ils ont moins d'implication. Il y a moins de communication verticale des municipalités au provincial, au fédéral. Puis ça devient juste une question d'argent puis de répartition de ressources quand elles sont là pour exister. Éric, des points là-dessus? En fait, moi, je serais curieux de poser la question suivante. Quelles sont les autres provinces qui ont mis en place un cadre de coordination en cas de sinistre? Parce que là, ça me vient à l'esprit. C'est-à-dire le modèle québécois fait en sorte qu'on établit des mécanismes de coordination à partir du gouvernement, de l'organisation régionale qui découle au niveau municipal, puis le municipal lui-même a ses structures de coordination. Puis à partir de ce moment-là, il y a l'interlocuteur du coordonnateur local de la sécurité civile, le coordonnateur municipal, c'est son conseiller régional en sécurité civile qui porte à l'attention des autorités ses besoins lorsque ces besoins concernent les missions du gouvernement. Donc, les missions qui ne sont pas de la compétence ou du giron de la municipalité. Moi, je pense juste d'avoir ça, là, puis je ne suis pas en train de vanter là, que le modèle québécois est parfait, loin de là. Je suis simplement en train de dire que les cartes sont sur la table, ils sont connus.
Je veux dire, moi, je ne ferai pas j'irai pas mettre dans mon plan municipal de sécurité civile des mesures concernant la mission santé. Non, j'ai compris, ça ne fait pas partie des missions qui appartiennent à la municipalité. Il y a une mission au plan national. Ce que j'ai à faire, c'est de bien m'assurer que lorsque je vais avoir des besoins dans ce sens-là, de les porter à l'attention du conseiller régional, puis lui, il va être mon intermédiaire. Puis c'était pareil avec les Forces armées canadiennes. Moi, je considère, pour l'avoir vécu de proche en 2017-2019, que le mécanisme de communication avec les FAC, le fait que les FAC avaient un agent de liaison constamment dans le centre de coordination n'était pas l'enjeu. L'enjeu revenait plutôt de ce qu'on aurait souhaité que les forces fassent et que d'après le mandat qui avait été confié aux forces, est-ce qu'elles pouvaient le faire? Bien souvent, ce qu'on leur demandait de faire, la réponse était non. Mais ce n'était pas non parce que les forces ne sont pas bonnes, c'était non parce qu'il avait été décidé que selon le mandat, elles ne pouvaient pas faire ça. Il fallait se retourner vers une autre ressource. Pour moi, ça, ce n'est pas un enjeu de coordo. Non, le jeu, il est bien connu, le mécanisme il est en place, on passe par le mécanisme. Bon, comme dans toute bonne situation, des fois, tu voudrais toujours qu'on te dise oui, mais des fois, il y a un non, puis il faut que tu deals avec le non. Fait que, moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'il y a des modèles similaires ailleurs au Canada? Parce que j'étais sur mute, mais de mon bord, je sais qu'en Ontario et au Nouveau-Brunswick, j'ai travaillé avec les deux en ce qui concerne les centres de coordination des gestions d'urgence, le IMO, comme ils appellent ça au Nouveau-Brunswick, par exemple, mais c'est plutôt des organismes qui sont très petits et qu'ils font face à des adhésions supplémentaires de gens en temps de sinistre, en temps de gestion d'urgence. Donc, si on n'a pas le monde déjà prêt, là, puis on fait juste un surge tel quel, ça finit pas avec une application des ressources effectifs tels qu'au Québec, il y a le cadre de coordination qui existe déjà. Puis on sait déjà les cartes qui existent parce que c'est les cartes qu'on va avoir pour jouer avec. Tandis qu'en Ontario, au Nouveau-Brunswick, par exemple, on va avoir des cartes supplémentaires qu'on ne s'entraîne pas avec présentement. Donc, ça fait des différences de ce modèle-là. Donc, c'est intéressant. Je pense que c'est un point qu'on va prendre pour en discuter plus tard. Oui, Jean-François, des points? Ben, en fait, j'abonde dans le même sens là, avec Éric. Je pense que ce qu'on perçoit, c'est juste la résultante d'une structure qui est complètement différente. Donc, ce qu'on voit, c'est juste le résultat de quelque chose qui est différent. Parce qu'on a fait quelques recherches là, dans les autres provinces, à savoir les modèles, puis les modèles sont différents, puis si on respecte ça, c'est bien correct. Là. C'est intéressant d'essayer différents modèles, mais visiblement, le modèle du Québec, par rapport à cet aspect-là, semble donner beaucoup plus de profondeur, ou en tout cas, avant d'aller vertical, là, je parlais tantôt encore de la verticale puis de l'horizontale, mais on semble aller dans la verticale puis à l'horizontale d'une manière beaucoup plus restreinte ou en tout cas beaucoup moins soutenue, tout simplement à cause de ce modèle-là qui est peut-être un peu moins en commandement, mais peut-être la coordination fait justement que je vais aller utiliser mes ressources autour en fonction de ces différentes missions-là au lieu d'avoir du top-down direct qui fait que je vais monter en hiérarchie beaucoup plus rapidement. C'est bon. Guy ou Christian, des points là-dessus? Sinon, j'ai une dernière question avant qu'on commence le wrap-up. Non, ça va. Bon, c'est bon. Donc, une question qui vient de la discussion aussi de François Deschamps, Service de protection contre les incendies de la Ville de Québec. Les coordonnateurs en sécurité civile ayant été exposés dans le passé à des interventions importantes, détiennent une expertise exportable certaine lors d'événements de la grandeur du territoire. Donc, la question, c'est vraiment, est-ce que lors d'un besoin important dans une localité, ces ressources qui sont disponibles pour coacher ou aider le coordonnateur local à gérer son événement ne seraient pas une action immédiate qui serait facilement mise en place? Puis je pense à faire avec le centre de coordination qui a été déjà décrit par Éric. Je serais curieux de savoir si ça pourrait exister en temps de prendre du monde qui ont de l'expérience, disons à Montréal, à Sept-Îles, à Québec, quoi que ce soit, là, puis les mettre dans d'autres places où les sinistres se passent, mais sont pas aussi souvent que les autres places. Éric, des points? Là, je vais mettre mon chapeau de l'Association de la sécurité civile du Québec. Là. Je suis le secrétaire. Là. Fait que je dois vous dire qu'il y a justement à l'intérieur de l'organisation le concept de mentorat. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place pour justement permettre cela. Puis j'ai été le premier, un des premiers à tenter l'expérience en 2017. J'ai demandé à ce qu'un membre de l'Association de la sécurité civile soit dépêché pour être, ce qu'on veut, une espèce d'ange gardien, pour s'assurer que dans la façon dont on coordonnait les efforts,
on puisse avoir un œil externe qui fasse en sorte de dire « Hey, j'ai-tu oublié un angle mort? » Dans toute cette dynamique-là, ce cycle de coordination, où on a mis les enjeux sur la table et on les a adressés, avons-nous manqué quelque chose? Ça a été répété en 2019, puis c'est vraiment quelque chose qui, de toute façon, est cher à l'association puis qu'on veut rendre possible. Puis avec ça, on a tout, si on veut, le soutien des autres partenariats qu'on a, que ce soit avec l'Association des gestionnaires en sécurité et incendie civil du Québec, le CRAIM, Réco-Québec. Je veux dire, il y a cette espèce de consortium qui gravite avec ce concept-là, de dire qu'effectivement, à un moment donné, et là, il faut arrêter aussi de voir juste l'intervention. Le concept s'applique en sécurité civile. C'est-à-dire, j'essaie de développer un plan de rétablissement pour ma collectivité. Puis, y a-t-il quelqu'un dans ces organisations-là qui est déjà passé par là puis qui pourrait venir m'appuyer et me soutenir pour que je puisse avoir quelque chose de plus efficient et qui va venir justement m'aider? Alors voilà, oui, c'est quelque chose qui est absolument, non seulement en cours, mais qui est absolument essentiel. Bon, c'est parfait. Jean-François, des points là-dessus? Ouais, je pense que pour rajouter un peu d'éléments, je pense qu'il y a aussi une notion de standardisation aussi, un problème de standardisation. Je pense qu'il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de références, mais il y a une question de standardisation des pratiques qui fait que mon coordonnateur, que je vais prendre à la Ville de Québec, puis je vais l'amener à Lévis, on a juste un fleuve qui nous sépare, on va être en mesure de coordonner selon les mêmes principes, selon le même vocabulaire, même sur un système de sécurité civile, je pense qu'il est bien établi, que les gens connaissent relativement bien. Bien, maintenant, il y a une notion de standardisation des pratiques quand vient le temps de vraiment mettre en place cette coordination-là. Donc, des exercices, des choses comme pour venir vraiment là, standardiser tout cet aspect-là et à ce moment-là, être capable de dépêcher ces compétences-là qui sont représentées par des personnes, mais ces compétences-là vraiment aux endroits où on en a besoin pour venir soutenir surtout les petites municipalités. Puis je ne le dis pas dans un sens là, où il y a un manque, mais c'est que souvent, ben, ils ont moins de ressources. Donc, à ce moment-là, ces plus grosses villes-là, comme Lévis, qui a la chance d'avoir un bureau de sécurité civile, donc des gens qui sont dédiés à ça, ben, à ce moment-là, graduellement, peuvent venir soutenir ces plus petites communautés-là avec ces gens-là qui ont des compétences vraiment ciblées, mais en ayant une structure comme ça qui est vraiment partagée, ben, à ce moment-là, c'est plus facile d'aller dépêcher une personne puis donner un peu de repos aux gens qui sont vraiment touchés dans la qualité comme telle. Allez-y. Je pense aussi qu'il ne faut pas avoir peur. Puis ça, je sais qu'il y a des municipalités qui l'ont fait, là, mais tu trouves une municipalité que tu appelles ta ville-sœur. C'est-à-dire que moi, j'ai un profil de mon secteur, je connais mes enjeux, je connais aussi la profondeur que j'ai, puis la profondeur que je n'ai pas, donc les redondances dont j'aurais besoin. Donc, je vais chercher, je fais un partenariat avec une autre municipalité située assez loin pour ne pas me retrouver ou finalement être impacté par le même sinistre que moi. Et je suis de part et d'autre capable, par une entente, de venir justement combler certains enjeux de profondeur. Ça va m'amener dans la standardisation. Ça va m'amener à faire exactement ce que Jean-François Pond, parce que là, on va reposer l'un sur l'autre face aux mêmes enjeux, c'est-à-dire, moi, je viens t'aider, puis là, tu viens m'aider, puis on peut-tu travailler de la même façon, histoire de se faciliter la vie. Fait que ça aussi, ça peut être une pratique, là, ça prend pas, ça fait déjà partie des pouvoirs que les municipalités ont, ils n'ont pas besoin d'en avoir d'autres de la part du gouvernement du Québec, là. Ils ont à même les lois et règlements dont elles sont habilitées, tout ce qu'il faut pour être capable de conclure ce genre d'entente-là. Fait que, voilà. Alors, c'est bon. Juste sur ce point-là, Guy, des commentaires? Non, ça va pour moi. Christian? Non, j'en vais dans le même sens qu'Éric et Jean-François. Moi, dans le domaine de l'incendie, dans mon domaine, on a notre association de gestionnaires en sécurité incendie civil du Québec. À tout moment, on les contacte. On a un très bon support de leur part pour faire le lien avec des personnes ressources. Puis, moi, n'importe quand, ils m'appelleraient, ils me diraient telle ville sont en difficulté, je vais appeler le directeur là-bas, as-tu besoin que je peux faire pour t'aider? Là-dessus, je pense que l'interrelation entre les villes, elle peut se faire efficacement là-dedans. C'est quelque chose qui s'est développé, on s'est débrouillé, on l'a développé. Quelque chose de plus officiel, ça pourrait être bon. Nous, là, ici à Sainte-Thérèse, on a une entente intermunicipale qu'on a développée sur la rive nord pour la sécurité civile. Toutes les villes de la région, qui est très large, on peut s'aider. Fait que s'il arrive un sinistre d'une des villes, mais
pour faciliter les opérations, la rapidité, puis la facturation, ça va venir après, mais fait que ça aussi, on le fait. Fait que c'est toutes ces choses-là qu'il faut travailler ensemble. Certain, puis moi j'aime ça la notion de la ville sœur, puisque vraiment c'est une compréhension culturelle provinciale aussi, là, de les villes au Québec qui vont se comprendre les autres villes, tandis qu'une ville au Québec aura peut-être moins de compréhension de ce qui se passe avec une ville en Ontario, en Alberta ou même dans les territoires, par exemple, quand on fait face à la réponse à l'urgence ou donner nos ressources puis les partager entre les différentes villes. Donc c'est intéressant comme notion, c'est quelque chose qu'on va en prendre. Mais là, mes amis, on approche le terme de notre webinaire. Ça fait déjà 1 heure et un peu qu'on se parle. Donc, je vais vous donner la parole une dernière fois à tour de rôle pour les 4. Juste donner des commentaires de conclusion si vous en avez à faire, soit pour en parler de votre organisation ou juste pour mettre terme à ce qu'on a discuté aujourd'hui en ce qui concerne les thèmes de gestion d'urgence, réponse aux sinistres et continuité des affaires. J'aimerais commencer avec Jean-François, ensuite Éric, Guy et Christian. Donc, Jean-François, c'est à vous. Bien, merci de nous avoir permis de nous exprimer puis d'avoir eu ces échanges-là là, qui, souhaitons-le, là, vont permettre d'améliorer la situation pour tout le monde. Je reviendrai juste sur certains aspects. D'une part, regarder à l'ensemble pan-canadien, c'est-à-dire pas juste regarder dans une province, mais à tous les niveaux en fonction des compétences. Je pense que les ressources, elles sont là, elles sont partout, elles sont distribuées. Les récupérer n'est pas nécessairement un problème, puis on n'a pas besoin de plus de ressources, elles sont là, il faut juste savoir où elles sont, puis avoir des protocoles qui permettent d'aller les chercher. Puis je terminerai sur finalement ce que ça nous prend, c'est une structure de coordination qui va permettre de venir gérer tout ça, assurer un lien entre ces différentes provinces-là qui va permettre finalement, quand il y a un besoin, d'avoir un endroit, c'est quoi tes besoins, c'est quoi les compétences que tu as de besoin, puis on te les envoie. Merci Jean-François. Éric, à vous. Bien, dans un premier temps, merci de l'invitation. Merci à mes collègues aussi pour leur contribution. Merci à Pat d'avoir eu l'audace de me solliciter et de me faire connaître votre organisation. C'est de part et d'autre. Là, si moi, aujourd'hui, je contribue à alimenter un débat ou de soulever des questions, moi, en contrepartie, je découvre une organisation qui m'interpelle. Fait que je trouve ça hyper intéressant. Mon mot de la fin, je vais me répéter parce que dernièrement, j'étais à un séminaire, puis ça a été mon mot de clôture également. À l'essor de tout ce qui a été discuté, des questions qui sont soulevées, des différentes initiatives qui sont en voie d'être mises en place, que ce soit au Québec, ailleurs au Canada ou par le gouvernement fédéral, il faut se rappeler seulement de ceci. Il faut juste aller consulter, en fait, le message d'introduction qui a été publié dans l'édition 2022 du Global Assessment Risk Report qui est publié par le Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes. Et le commentaire éditorial est fort simple et c'est le suivant. Faire plus de ce que nous avons fait ne suffira pas. Bon, merci Éric, c'est bien apprécié. C'est pesant comme commentaire. Guy, je vous donne la parole. Oui, moi je pense que les efforts au niveau fédéral par le programme de main-d'œuvre humanitaire touchent globalement le pays. Il y a des programmes qui est un petit peu difficile à mettre en œuvre, de mettre en application. Je pense, moi, que la réserve civile du gouvernement provincial est un enjeu important. Donc, ça, je pense que c'est un élément clé. Autant que le gouvernement du Québec continue à jouer un rôle majeur là-dedans, mais pas nécessairement au niveau théorique, mais au niveau pratique. J'espère que ce programme-là va permettre à tout le monde de connaître les ressources qui sont disponibles. Donc, je pense que effectivement, il y a des silos. Notre organisation travaille très, très fort pour faire reconnaître nos bénévoles. À tous les fois que je parle à quelqu'un, souvent on apprend l'existence de notre organisation. Je pense que le ministère a un rôle important à jouer là-dedans, puis parce que c'est ensemble qu'on va aller loin pour essayer. Puis merci encore là, de nous avoir permis de partager cette discussion-là aujourd'hui. Donc, le plaisir est certainement à nous. C'est très apprécié que vous soyez tous présents aujourd'hui. Christian, vos points? Bien, je tiens à vous remercier de m'avoir permis d'être ici aujourd'hui.
pour moi, c'est une organisation que je ne connaissais pas, que j'ignorais l'existence. Puis grâce à Patrick qui m'a introduit avec vous, ça me permet, moi, d'élargir mes connaissances. Puis je pense qu'on a intérêt, tout le monde dans le milieu, surtout dans mon milieu, le milieu de l'incendie aussi, à avoir accès à des organismes comme vous, puis de pouvoir avoir même, ça favorise les échanges, les connaissances. Puis en tout cas, je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui avec vous. Puis un gros merci. Oh, c'est certain, et c'est grandement apprécié que vous êtes tous présentés pour cette discussion aujourd'hui parce que vraiment, c'est différent de ce qu'on a d'habitude avec DRA Canada ou même avec la Revue canadienne des gestions d'urgence parce que c'est pas souvent qu'on a la chance d'avoir des experts qui s'exprimaient en français pour le côté francophone et aussi juste donner un aperçu de cultures très différentes que j'ai vu aujourd'hui qui existent dans le Québec en ce qui concerne la sécurité civile versus les gestions d'urgence dans le reste du Canada. Mais c'est quelque chose qui doit être compris, qui doit être pris en compte certainement dans le futur en ce qui concerne la Revue canadienne de la gestion d'urgence, mais aussi pour DRA Canada. Donc, pour tout le monde qui a été ici aujourd'hui en tant que l'audience, je vous invite à vous abandonner ou même juste visiter les sites web de DRA Canada ou de la Revue canadienne de gestion d'urgence. Autre que ça, vous allez voir la publication de rapports en ce qui concerne les takeaways de cette discussion-là dans les semaines, même mois à venir. Et pour les conférenciers, je vous remercie. Vous verrez un courriel dans les prochaines coups de journée juste pour parler des remerciements et tout là. Donc, pour tout le monde, s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres points, ça m'attire vraiment pas juste à cette discussion-là aujourd'hui francophone, mais à l'événement complet qui a commencé ce matin à 10h45 avec les présentations, les cérémonies de bienvenue et d'ouverture de DRI Canada et du RCGU. Donc, un gros merci à tout le monde et on anticipe plusieurs événements dans le futur qui vont parler de thèmes similaires ou même des mêmes thèmes pour recommander sur les questions à venir et les discussions à avoir. Donc, un gros merci. Merci.